Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, 25 décembre, les enfants sont une fois encore à l'honneur. C'est la Noël, une fête qui met en vedette un personnage historique, le Père Noël bien évidemment, vêtu de rouge avec un ventre rebondi et qui se déplace grâce à son traîneau et ses rênes. Son histoire remonte à Santa Claus qui n'a pas toujours ressemblé à celui que l'on connaît aujourd'hui. Qui est donc vraiment le Père Noël, aimable grand-père au costume rouge et blanc? Nous allons en parler dans ce journal. Nous ferons également un tour au foyer du soldat du 8e bataillon Interam de Djougou où la fête des enfants est également célébrée de façon anticipée. C'est une initiative du commandant au cours Mathias Bokini et son personnel pour offrir de bons moments de distraction aux enfants des militaires, des paramilitaires et bien évidemment des civils. Nous parlerons également des descendants de l'ère culturelle Ekaro et Djiré qui se sont retrouvés résidents du Bénin et à l'extérieur. Ils ont organisé ce week-end à Porto Novo le congrès constitutif de leur association qu'ils ont baptisé Ajoche Omon Yoruba. La vision de cette association est de servir le socle à la préservation et à la valorisation de la culture Yoruba. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par une information sensible qui circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Le chef mondial de l'église du christianisme céleste, le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, serait mort. Est-ce une information vraie? Nous allons recevoir en direct un des hauts dignitaires de l'église du christianisme céleste, le révérend Marcelin Zanon. Il est en direct. Bonsoir, si vous nous recevez. Oui, bonsoir, je vous reçois 5 sur 5. Oui. Bonsoir Marcelin Zanon, si vous le recevez, le guide spirituel du christianisme céleste est-il effectivement décédé? Non, pas décédé, il est vivant. Nous venons d'avoir tout à l'heure même le tableau clinique qui nous indique que papa est là, il est bien là. Donc tous ceux qui disent qu'il est décédé, eh bien, c'est une information totalement erronée à l'heure où nous parlons. Oui. La nouvelle de son décès fait le tour de tous les médias, sur tous les réseaux sociaux actuellement. On ne l'a pas du tout vu au cours de ce pèlerinage de 2023, ce qui n'est pas habituel. Est-ce que son absence n'a pas quelque peu alimenté cette fausse rumeur? Oui, je comprends que son absence est alimentée abondamment cette rumeur, mais l'absence se justifie par quoi? Sa santé s'est un peu fragilisée cette dernière semaine. Alors, son médecin traitant lui a imposé un repos au lit parce qu'il estime qu'il ne peut pas supporter la pression des décibels, la musique, les mouvements de va-et-vient. Il ne pourra pas faire ce qu'il fait ici à la plage dans le cadre du pèlerinage. Et par conséquent, s'il ne peut pas venir faire ça, il vaut mieux qu'il reste à Porto-Novo, qu'il se repose. Et c'est ce que le médecin a prescrit et c'est ce qui nous a été imposé et nous l'avons accepté. Donc, de ce point de vue, je comprends que son absence à la place peut justifier quelques questionnements, mais a dit qu'il est décédé et qu'il en est même qui en donne la date, qu'il est mort depuis vendredi, alors que moi j'étais encore avec lui vendredi. Nous avons quitté vendredi totalement le soir, avant de venir à la plage samedi matin. Donc c'est une façon totalement erronée. Papa n'est pas encore décédé. Voilà. Bon, n'est pas encore décédé. Vous savez, très souvent, il y a certaines informations qui circulent comme ça. Au début, ça prend l'allure d'une rumeur, mais ça finit toujours par se confirmer. Quel est l'état actuel du révérend pasteur Bennett Adeogun? Sa santé s'est un peu dégradée. Ça, c'est un fait. Et son médecin, le professeur Pardon Toussaint, est à son chevet et s'occupe de lui. C'est lui qui a estimé qu'il lui faut un repos, ce que nous avons observé. Tout à l'heure, on nous a envoyé le résultat clinique de sa situation et nous pensons qu'à l'heure où nous parlons, papa n'est pas mort, il est à Porto-Novo et tout se passe vraiment pour lui. Voilà. Vous terminez actuellement les dernières étapes du pèlerinage 2023. Comment gérez-vous les dernières minutes, surtout avec cette information qui braque tous les regards sur votre église? Il faut avouer que depuis le matin, nous recevons beaucoup d'appels pour comprendre ce qui s'est passé et la réponse, elle est là, elle est très claire. Jusqu'au moment où je vous parle, en ce moment, papa n'est pas mort. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faudrait que tout le monde s'en tienne à l'information vraie, réelle, que nous donnons en ce moment. Voilà.
Merci beaucoup, révérend Marcelin Zarno. Et rapidement, l'insolite, pour finir avec vous, nous avons vu cette vidéo de Tourbillon qui a créé la panique au cours de ce pèlerinage. Nous avons même vu des fidèles se battre contre ce vent violent qui a arraché plusieurs bâches installées. Que s'est-il réellement passé très rapidement, s'il vous plaît? Oui, il y a eu cette situation ici à la plaine de Sémé, mais le tourbillon, c'est quoi? Le tourbillon, c'est un phénomène naturel, un phénomène physique. Donc, de ce point de vue, nous n'y attachons aucune importance autre que ce qui est naturel. Donc, bon, il y en a qui ont fait des supputations, mais pour nous, c'est un phénomène banal qui s'observe chaque année quand on vient ici, surtout après, quand on finit et qu'on veut ranger les choses. On observe souvent ce phénomène à la plage ici. Donc, pour nous, c'est pas nouveau. Donc, il ne faudrait pas qu'on surestime ce qui s'est passé pour en faire des conjectures et en déduire à des choses qui seraient totalement erronées. Voilà. Merci à vous, révérend Marcelin Zarno. Merci pour ces précisions. On retient que le révérend pasteur Benet Adeogun est bel et bien vivant. Il n'est pas décédé comme nous l'enregistrons sur les réseaux sociaux. Merci pour ces précisions. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions pour d'autres informations éventuellement, si éventuellement il y en a. Absolument. Eh bien, chers amis téléspectateurs, on imagine tous le Père Noël vêtu de rouge avec un ventre rebondi et se déplaçant grâce à son traîneau et ses rênes. Son histoire remonte à Santa Claus qui n'a pas toujours ressemblé à celui que l'on connaît aujourd'hui. Bon vivant avec sa barbe blanche et son bonnet à pompons, mais qui est vraiment le Père Noël? Aimable grand-père au costume rouge et blanc et à la botte chargée de cadeaux. Retour ici sur les origines du Père Noël avec Ingrid. Joyeux Noël. Au revoir. Soyez sages. Avant de devenir symbole de cadeau, le Père Noël était un personnage religieux. Tout commence avec Saint-Nicolas. Le Père Noël n'a pas toujours existé. En effet, son apparence a évolué au cours des siècles en fonction de l'évolution des croyances pour s'imposer en France dans les années 1950. Son histoire commence au IVe siècle après Jésus-Christ dans la ville de Myre en Turquie actuelle. Nicolas, évêque, y est le protecteur des plus démunis et des plus jeunes. Il leur distribue ses richesses jusqu'à sa mort le 6 décembre 343. C'est grâce à ses bonnes actions qu'il devient le saint patron des écoliers. Le 6 décembre, les chrétiens germaniques célèbrent le jour de sa mort et honorent sa mémoire en offrant des présents aux sages enfants. Nicolas de Myre devient alors Saint Nicolas, protecteur des enfants. Il avait déjà une longue barbe blanche et un costume d'évêque rouge. On le fait alors en Europe du Nord, de l'Est et en Europe centrale. C'est au XIXe siècle que Saint Nicolas Sinterklaas s'exporte en Amérique du Nord par les émigrés hollandais. Par déformation, Sinterklaas devient Santa Claus, autrement dit, le Père Noël actuel aux États-Unis. L'origine du Père Noël prenait donc forme. Le Père Noël apparaît pour la première fois dans les livres en 1821 sous la plume de l'auteur américain Clement Clarke Moore. Dans un conte de Noël intitulé The Night Before Christmas, le Père Noël apparaît sur un traîneau tiré par des rennes. En 1823, le même auteur publie un texte, A Visit from Saint Nicholas, dans lequel des lutins sur une carriole tirée par des rennes distribuent des cadeaux aux enfants par la cheminée. L'origine du Père Noël prend vie dans l'imaginaire d'un homme et Saint Nicolas prend donc un nouveau départ. En 1850, l'illustrateur Thomas Nast représente Santa Claus comme nous le connaissons aujourd'hui. Le Père Noël vieillard est bien dodu, portant une veste et un pantalon rouge, ainsi qu'une grosse ceinture
en cuir. En 1885, sa résidence est établie au pôle Nord. Peu à peu, la fête des enfants est associée à la naissance de Jésus. Le 6 décembre est donc remplacé par le 25 décembre. Par conséquent, le Père Noël devient plus important que Saint-Nicolas. Les diverses illustrations du Père Noël l'ont représenté en vert, mais aussi en rouge. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas la célèbre marque américaine de soda qui, en 1931, lui a finalement conféré les couleurs qu'on lui connaît aujourd'hui, bien qu'elle ait largement contribué à la diffusion de son image. En reprenant des forces pendant la distribution des cadeaux, grâce à cette boisson refresh, la magie du Père Noël s'opère auprès du plus grand nombre. Il s'installe même en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, malgré la résistance de nombreux catholiques. Depuis les années 40, le Père Noël n'a pas changé. Des traditions telles que la décoration d'un sapin, les cartes de vœux ou encore le papier cadeau s'imposent également. Voilà, nous en savons un peu plus sur les origines du Père Noël. À présent, parlons du ministère d'évangélisation, du perfectionnement du Christ, du révérend pasteur Elvis Dagba qui organise du jeudi 28 décembre 2023 au dimanche 31 décembre la 22e édition du programme annuel Apothéose 2023. Le thème retenu pour cette année est « La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur ». Pendant une semaine, les fidèles de l'église Palais de la Gloire vont bénéficier d'intenses moments de prédication et de prière pour nourrir leurs âmes. C'est le culte de Noël de ce dimanche 24 décembre 2023 qui a ouvert les portes de cette 22e édition. Voici le compte rendu de Florence Bossa. Chants, louanges et adorations ici à l'église ministère d'évangélisation du perfectionniste des saints du révérend pasteur Elvis Dagba. C'est la première journée de la 22e édition du programme annuel Apothéose 2023. Grand moment de prière et d'intenses prédications et bénédictions pour l'année 2024 à l'église Palais de la Gloire. Cette 22e édition est une bénédiction parce que le thème que nous avons commencé à développer aujourd'hui même à l'ouverture, c'est « La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur ». Tout, nous avons eu le sous-thème « Activer les codes de la terre ». Alors j'ai pu amener le peuple de Dieu à comprendre que la terre a des codes. J'ai pu amener le peuple de Dieu à comprendre que la terre a des oreilles, la terre a une bouche, la terre a une main. Et nous avons reçu beaucoup aujourd'hui. Nous avons compris la dimension spirituelle de la terre. Le programme annuel Apothéose 2023 vise non seulement à préparer les fidèles et bien d'autres personnes qui souhaitent y participer à terminer l'année en beauté, mais aussi et surtout à entrer dans la nouvelle avec les bénédictions et la grâce de Dieu. Nous sommes à Papa, derrière le CEG Surulere, église, c'est le palais de gloire. Nous sommes juste derrière le CEG Surulere. Nous vous invitons à partir du jeudi. Le jeudi, nous allons poursuivre ce programme qui va se terminer le 31, la nuit du 31 au 1er. Donc jeudi, nous sommes ici à 19h. Vendredi, nous sommes ici à 19h. Samedi, nous sommes ici à 19h. Et chaque soir, nous allons développer d'autres thèmes. D'autres sous-thèmes dans le grand thème. La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur. Maintenant, une chose importante, nous avons un acte prophétique à poser. Alors, le premier acte prophétique que nous allons poser, et c'est à partir du jeudi qui vient, et ceux qui viendront vont comprendre la portée de cet acte-là à partir du message que je vais donner, que chaque personne qui veut venir à ce programme le jeudi à 19h vienne avec du sable, soit de sa maison, soit du sable de son lieu de vente. Vous mettez cela sur une bouteille en plastique, et bien sûr, le dimanche, nous allons terminer en apothéose. Ce sera la nuit de la traversée à partir de 22h. Le message est clair, un moment exceptionnel, de riches enseignements, de riches bénédictions, de prières pour apprendre et grandir dans la spiritualité.
La fête des enfants est également célébrée de façon anticipée au foyer du soldat du 8e bataillon interarmes de Djougou, une initiative du commandant Okore Mathias Bokini et son personnel pour offrir de bons moments de distraction aux enfants, des militaires, des paramilitaires et des civils. Nous allons suivre. Un tableau artistique et culturel présenté aussi bien par les civils que les forces de défense et de sécurité sur ce podium rénové du 8e bataillon interarmes de Djougou. C'est l'une des attractions de la célébration anticipée de la 4e édition de la fête des enfants, Koyo, dédiée aux enfants des militaires, paramilitaires et des fonctionnaires en service à Djougou. Cette célébration va permettre à ces bouts de chou de se divertir. Il a été pour nous question de nous unir et de coordonner nos actions pour donner la joie et le sourire à nos enfants et à nos familles qui n'ont pas toujours eu la possibilité de nous avoir à leur côté au moment des fêtes, en raison des contingences et spécificités liées à notre profession. Chers frères et dames des forces de défense et de sécurité, nos enfants que nous avons l'honneur de célébrer ce jour constituent la plus noble et la principale richesse dont nous disposons. Prenons-en grand soin. Cette initiative qui favorise le brassage entre les populations, les forces de défense, de sécurité et de l'ordre est appréciée à sa juste valeur par les autorités politico-administratives, religieuses et garantes de la tradition. Je voudrais qu'on applaudisse fort et très fort le 8e BIA pour cette belle initiative. Chers enfants, je voudrais vous rappeler que c'est parce que vos parents vous aiment qu'ils ont organisé cette fête pour vous. C'est parce que vos parents vous aiment qu'ils vous donnent des cadeaux à Noël. Je vous invite donc à honorer vos parents à travers votre travail. Vous m'avez entendu? Vous avez entendu les enfants? Oui. Quand le commandant a bien voulu nous inviter, j'ai dit non mais cette fête-là, il faut que j'y assiste. Pour faire honneur au commandant qui a aimé Djougou et à qui nous devons donner le chapeau d'honneur de membre de la commune de Djougou. Au commandant Bokini Mathias de témoigner sa gratitude à ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Un remerciement spécial à notre maire ici présent et à l'honorable Malik Gomina qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de venir aux côtés de nos enfants et surtout des enfants des collègues disparus. La distribution des cadeaux et jouets aux enfants a officialisé cette célébration. Une célébration au cours de laquelle les équipes vainqueurs de pétanque, volleyball, ballon militaire et football ont reçu des trophées. Peu avant les manifestations officielles, une campagne de don de sang est initiée sous le thème « Offrir du sang pour sauver la vie aux enfants malades est le meilleur cadeau pour Noël ». Dans le même registre, Ouragan Fondation Rondeladji continue d'émerveiller les enfants. Après sa campagne de distribution de fournitures scolaires, Émile Rondeladji était ce samedi avec son équipe à l'école primaire et publique de Zogbo. Objectif, célébrer Noël avec les écoliers à travers une grande distribution de jouets. Cette activité a été rehaussée par la présence de plusieurs acteurs politiques. Nous allons suivre. Coiffés pour la plupart d'un chapeau de Noël et tout incité, les élèves de l'établissement scolaire primaire public de Zogbo ont massivement répondu ce samedi matin à l'invitation de Ouragan Fondation Rondeladji après une séance de jeu ayant permis aux plus futés de glaner des montres bracelets, arrivé à l'un des grands moments de cet événement. Le social, dans le bon sens du mot, pour accompagner le hautement social du chef de l'État.
Son Excellence Patrice Talon étant notre leitmotiv, Ouragan Fondation Roundi-Ladi, que nous, Émile Roundi-Ladi, avons créé pour étendre nos actions, promettait aux enfants de leur mettre la joie au cœur. C'est ce qui justifie cette grande campagne de distribution de plus de 30 000 jouets. Initiative de Ouragan Fondation Roundi-Ladi, cette cérémonie de distribution de jouets est soutenue par le parti Bloc républicain à travers son président. La cérémonie de ce jour contribue considérablement au développement de notre pays, car elle donne non seulement la joie au cœur des enfants, mais aussi les encourage à travailler davantage à l'école pour le bonheur des parents. Nous avons choisi d'organiser pour nos enfants de la localité une fête. Pourquoi disons-nous directement une fête? Parce que la nativité est déjà proche, moins de 48 heures. Et pour semer la joie dans le cœur des petits-enfants, la Fondation Roundi-Ladi, appuyée du G9, a préféré de sacrifier à la tradition. Suite au discours des différentes personnalités présentes à cet événement, ainsi qu'à un beau spectacle marqué de plusieurs prestations artistiques, l'heure tant attendue par les élèves et parents d'élèves sonna, celle de l'opération de distribution. Au cours de cette activité, plusieurs centaines de jouets ont été distribués aux apprenants de l'école primaire et publique de Zogbo. Il s'agit du premier épisode d'une série dont le but est de donner de la joie à plus de 30 000 enfants à Cotonou et environ. Au niveau du complexe scolaire clé de la réussite, la tradition a été également respectée avec la remise des cadeaux aux enfants des écoles primaires. Une occasion pour chaque famille de faire le bilan de 12 mois d'existence. Un reportage. Une fin d'année sans le Père Noël au complexe scolaire clé de la réussite n'existe pas et pour cette fois-ci encore, les cadeaux sont venus par milliers. La direction du complexe a pour l'occasion fait déplacer l'heureux globe-trotteur et son frère vu la place de choix qu'occupent les enfants. Et chaque enfant est reparti dans la joie. Conscient de ce que l'enfant est la relève de demain, de ses géniteurs, et que nous devons contribuer en ce qui nous concerne à la participation de l'atteinte de cet objectif, nous mettons ainsi donc tous les moyens en œuvre pour y arriver. C'est pour cette raison que nous mettons un prix d'or à recruter les instituteurs de qualité, des instituteurs chevronnés dans notre complexe. Par ailleurs, pour un suivi régulier de ces braves hommes, nous avons noué de partenariats avec des conseillers pédagogiques qui passent régulièrement suivre le bon déroulement des enseignements donnés par ces instituteurs. Le complexe clé de la réussite est tout aussi convaincu comme Victor Hugo que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il se réjouit de la confiance sans cesse renouvelée des parents pour l'éducation des enfants. Aux parents, des vœux. Comme à l'accoutumée, le complexe clé de la réussite tient à sacrifier à la tradition qui caractérise les festivités de Noël. Cette tradition qui exige que l'on rende heureux nos enfants en qui nous plaçons tous nos espoirs. Un enfant heureux et bien éduqué, c'est la garantie de la réussite certaine. Nous profitons de cette festivité pour présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès à tous les usagers du complexe clé de la réussite.
Ici, le succès a toujours été au rendez-vous lors des divers examens, ce qui fait du complexe l'un des meilleurs du Bénin. Occasion pour le fondateur directeur général, Omer Adandéjan, d'exprimer une pensée particulière aux candidats. J'implore à cette occasion solennelle Dieu le Père Tout-Puissant, à travers son Esprit Saint, d'éclairer tous nos candidats à chacune des étapes de leur étude, de les conduire sur les sentiers de la réussite, de les fortifier pour un succès éclatant aux divers examens. Chers usagers du complexe clé de la réussite, que Dieu le Père Tout-Puissant, le Dieu de la réussite partagée, vous comble de toutes ses grâces et vous aide à réussir tous vos projets pour que cette année 2024 soit une année de grâce et de réussite certaine pour chacun et pour tous. Pour cette édition, différents tableaux ont été présentés par les élèves du complexe. Sketch, chorégraphie, défilé de mode. Pour ces occasions festives, les moyens sont toujours déployés. L'orchestre des jeunes, les étincelles de Paou, a égayé les enfants. Parlons à présent des descendants de l'ère culturelle et Karo Ejire, résidant au Bénin et à l'extérieur. Ils ont organisé ce week-end à Porto Novo le congrès constitutif de leur association qu'ils ont baptisée Ajoche Omo Yoruba. La vision de cette association est de servir de socle à la préservation et à la valorisation de la culture Yoruba. Le compte rendu du congrès dans ce reportage. Ils sont venus des 4 coins du Bénin et de la diaspora pour prendre une part active à ce congrès constitutif de leur association. Eux, ce sont les descendants de l'ère culturelle Yoruba et Karo Ejire qui ont décidé de s'approprier leur histoire et de consolider une fois pour toutes le lien familial. Autant que vous êtes, le comité d'organisation vous dit un sincère merci pour avoir cru et avoir accepté de soutenir cette belle initiative qui a pour objectif essentiel de nous organiser dans un projet dénommé Ajoche Omo Yoruba. Pour être membre de l'association Ajoche Omo Yoruba, Karo Ejire, il faut être Yoruba sans distinction de sexe, de religion, de région, de niveau intellectuel et de rang social. L'association Ajoche Omo Yoruba, mise sur les fonds baptismaux et dirigée par Mukaram Badarou, sera désormais le trait d'union entre les fils et filles Yoruba et en même temps le socle de la préservation et de la valorisation de la culture Yoruba. Pas un mimétisme béat. Chacun joue à parler que le français aux enfants à la maison. Chacun joue à l'émanciper avec des comportements d'une autre civilisation, ce qui malheureusement petit à petit nous déconnecte de nos propres réalités sociales et culturelles. Chacun joue à la Kowé et s'éloigne consciemment de nos racines, de nos us et de nos coutumes. Cette façon de faire brouille nos relations avec nos aïeux et empêche nos enfants à connaître leur histoire et leur réalité endogène. Cette façon de se comporter fait de nous-mêmes et de nos enfants des étrangers chez eux et dans leur ère culturelle. C'est pour parer à cette malheureuse situation, qui heureusement est comprise de beaucoup d'entre nous, que la décision a été prise de tenter quelque chose pour que demain, nos enfants ne nous disent pas « Papa ou maman, c'est ta faute si nous ne parlons pas ou ne comprenons pas Yoruba. C'est ta faute si nous ne savons rien de Yoruba ou si nous sommes étrangers chez nous. » La naissance de ce creuset qui regroupe les fils et filles Yoruba est vivement saluée par les autorités politico-administratives de la ville de Porto Novo. Porto Novo est déjà un symbole de cohésion à travers le nom qui le caractérise, les 3 noms, et voit naître sur notre terre l'association des filles et fils Yoruba, de l'ère Yoruba. Cela témoigne de cette cohésion qui nous caractérise, de ce vivre ensemble. Il faudrait aller à l'école des devanciers. Il ne faudrait pas que la politique vous divise. Il ne faudrait pas que la religion vous divise.
il ne faudrait pas que les problèmes de tissu vous divisent. Au-delà de la phase protocolaire qui a consacré la naissance de l'association Ajoshi Oma Yoruba, place a été laissée à la première édition des retrouvailles entre les fils et filles Yoruba. Des moments festifs, de convivialité, de fraternité et de partage, où la culture Yoruba a été célébrée et magnifiée dans toutes ses dimensions. Nous allons à présent parler du bureau d'études et d'exécution Moutardobim, Cisa Porte Novo, qui a procédé à la sortie de la 12e promotion de techniciens bâtiments qu'il a formés. Ils ont reçu leur parchemin après 3 ans de formation. Le point de cette cérémonie de remise de diplôme dans ce reportage. 11 nouveaux diplômés dans le paysage des techniciens bâtiments. Ils constituent la 12e promotion de techniciens bâtiments formée par le bureau d'études et d'exécution Mourtador, une structure 6 à Porto Novo et spécialisée en études et suivi des projets de construction depuis la conception du plan jusqu'à la finition. Cette remise de diplôme couronne 3 années de formation au cours desquelles les apprenants ont acquis le savoir qui fait d'eux aujourd'hui des techniciens bâtiments qualifiés. Le bureau d'études et d'exécution Moutador, BEM, nous a permis de nous placer dans une situation de chantier, connaître les armatures, les bétons et les mortiers, de suivre le déroulement d'un chantier de construction avec diverses techniques et codes correspondants, implantation, terrassement, fondation et élévation, de mettre à notre disposition des éléments d'information qu'ils trouvent dans différentes entreprises ainsi que chez les fournisseurs des matériaux et matériels. Désormais prêts à servir sur le marché de l'emploi, ces diplômés ont reçu les sages conseils du promoteur de l'école qui les a formés. Les choses ne sont que ce que vous faites d'elles. Et pour que le jour ne soit pas pour vous trop long, alors mettez-vous au travail. Avoir l'amour du travail, travailler en collaboration fraternelle et accueillante. Soyez reconnaissants et humbles envers vos parents. Ayez la franchise dans vos réalisations du projet. Soyez sincères et honnêtes avec les clients. Créé en l'an 2000, le bureau d'études et d'exécution Mourtador a depuis lors formé plusieurs générations de techniciens bâtiments. Et c'est avec une fierté renouvelée que son promoteur Mohamed Mouritalabi Ali libère cette 12e promotion. Je suis ému de joie aujourd'hui puisque mon objectif que j'avais eu pour pouvoir créer cet établissement, je l'ai eu et je continue de l'avoir puisque j'ai fini par remarquer que autour de moi, et aujourd'hui je suis entouré de techniciens, des hommes qui savent bien faire, des hommes capables de réussir dans le bâtiment. Et il est souhaitable que les Porte-Noviens, pourquoi pas les Béninois, et même que ce soit loin ou de proche, qu'ils aient confiance en nous pour envoyer les enfants en formation chez nous. Par cette remise de diplôme, le bureau d'études et d'exécution Mourtador a réaffirmé son engagement à réduire le taux de chômage en mettant sur le marché de l'emploi des hommes et femmes immédiatement opérationnels dans les domaines du bâtiment et des travaux publics. L'armée béninoise a entrepris sous la houlette du ministère de la Défense une action civilo-militaire traduite par des consultations médicales foraines suivies de distribution de médicaments au profit des populations de Materi. L'objectif de cette action qui s'est déroulée le jeudi 21 décembre au centre de santé de Materi est de renforcer les liens entre les forces de défense et les populations de Materi, localité de l'Atakora, qui subit depuis peu des incursions répétées de groupes armés. Reportage. Centre de santé communal de Materi, ce jeudi 21 décembre 2023, des populations souffrant de pathologies diverses, fortement mobilisées face à une équipe médicale diligentée par le ministère de la Défense nationale. L'opération s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires, traduites ici par des consultations foraines gratuites, suivies de distribution de médicaments essentiels. Initiée par le ministère de la Défense, elle vise à renforcer les liens armée-population. Nous sommes ici à Materi dans le cadre des activités qu'organise le ministère de la Défense nationale pour sceller le lien armée-nation, c'est-à-dire le renforcement de
de la coopération entre les forces armées béninoises et nos populations. Et ces activités sont organisées de façon générale sur toute l'étendue nationale. Cette année, le ministère de la Défense a choisi Materi parce que Materi aussi, vous le savez bien que Materi fait partie des communes en proie des actions du terrorisme. Donc c'est pour leur montrer que les forces armées béninoises ne sont pas là seulement pour le volet sécuritaire, il y a aussi le volet social qui préoccupe l'action des forces armées béninoises. Démarrée aux environs de 10 heures, l'opération a pris fin à 18 heures. Au total, 240 patients ont été pris en charge sur diverses pathologies. Nous, essentiellement, ce que nous avons eu à faire ici durant cette journée, ce sont des dépistages gratuits du paludisme à travers les tests diagnostiques rapides. Nous avons eu également à faire le dépistage et les conseils de l'hypertension artérielle. Nous avions eu à faire des cas de dermatose, notamment la scabiose. Il y a eu beaucoup de cas de gale au sein de la population. Comme vous l'avez remarqué, il y a eu un fort engouement de la population. Nous avons reçu des populations, des personnes de plusieurs tranches d'âge, notamment des jeunes, des enfants même. Parfois, nous avons eu des nourrissons et aussi des personnes âgées. Longtemps restés distants des hommes en treillis, les populations de Materi, tout en appréciant la présente opération, se disent désormais plus proches des forces de défense et de sécurité. Je suis venu, j'ai vu les hommes en treillis, mais j'avais peur. C'est bien que quand on voit un homme en treillis, on ne pensait pas que ce dernier peut nous sauver. Mais vu, je suis rentré, on m'a donné place et ils m'ont introduit là, dans la consultation. Ce sont eux qui m'ont demandé la pathologie. J'ai été clair, mais ils m'ont prescrit les produits. La présente opération civilo-militaire va à coup sûr consolider durablement les liens entre l'armée et les populations civiles pour une meilleure coproduction de la sécurité à Materi, localité de l'Atakora en proie depuis quelques mois à l'extrémisme violent. Les fils et filles de la collectivité Sakou ont tenu ce samedi 23 décembre 2023 leur congrès annuel. Pour cette édition, c'est barré dans la commune de Djougou qui a abrité les manifestations de cette rencontre dont l'objectif principal est de resserrer les liens de fraternité entre les membres de cette collectivité. Suivant. 3 ans déjà que les filles et fils de la collectivité Sakou ont décidé de se mettre ensemble pour débattre des questions liées au développement local. Pour y arriver, ils organisent de façon tournante les congrès pour échanger et discuter autour des sujets d'intérêt collectif. La rencontre de Baraï dans la commune de Djougou a été l'occasion pour ces Sakou d'afficher leur détermination à renforcer leurs liens de fraternité, d'entraide et de solidarité agissante. Grâce à la présente rencontre, d'autres vont positiver leurs relations froides entre-temps parce que ne connaissant pas leurs liens de sang qu'ils partagent. Il ne s'agit pas d'une perte de temps, au contraire, elle permet également de s'améliorer sur le plan rationnel et de se rendre compte de l'importance de la communication avec les autres associations, dont le savoir-faire et le savoir-être. Dans la quête de la consolidation de leur union, la collectivité Sakou va recevoir les mots d'encouragement des personnalités politiques et invités de marque. La communauté Yom doit être une et indivisible. C'est comme ça on pourrait marcher et c'est comme ça nous allons atteindre le développement de notre commune. Prenons garde qu'on ne dise pas que Sakou dépasse Yo dépasse ceci, non. Je voudrais que, où que nous soyons, que chacun de sa position essaie de cultiver l'amour. Et au-delà de l'amour, de se souvenir qu'il vient de quelque part et comprendre
que nous sommes liés par notre titre, le SACO. Au nombre des personnalités ayant soutenu l'événement, l'honorable Abdul Malik Gomina, représenté ici par Abraham Abishaï Akpala. Votre action est bonne et contribue énormément au développement de la commune de Djougou. Au-delà de la panégyrique clanique, vous constituez une collectivité au sein de la communauté Yom. Et il voudrait que tout ce que vous faites, vous le fassiez en ayant l'attention sur le développement de la commune de Djougou. Quelle perspective d'avenir envisage la collectivité Sakou après 2 congrès? C'est le thème principal des discussions qui seront menées pendant 3 jours et qui vont aboutir à des résolutions fortes en vue de repositionner la fêtière des Sakou. Un cocktail dînatoire pour présenter l'agenda culturel d'Abomey 2024-2028. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'édition transitoire du festival d'Anromey, les grandes retrouvailles. C'est une initiative du comité d'organisation soutenue par le conseil communal, occasion de présenter aux invités le contenu du document de planification de la politique de valorisation du patrimoine culturel, touristique et historique de la cité des Rouibadjavi. Imet Hélène Moussou pour les détails. La soirée est organisée en marge du rendez-vous culturel d'Anromey, les grandes retrouvailles. Ce cocktail dînatoire constitue le volet intellectuel de l'événement. C'est une initiative du comité d'organisation des retrouvailles soutenue par le conseil communal. La rencontre a servi de cadre à la présentation et à la dissémination de l'agenda culturel d'Abomey. À l'instar des principaux documents de planification au niveau communal, il était important pour moi que ce document qui constitue désormais notre boussole en matière de projets, d'activités et d'actions dans le secteur touristique et culturel soit popularisé afin que le Dahomeynou, les partenaires de la ville et tous les investisseurs en maîtrisent le contenu pour mieux se positionner. Pour la circonstance, un parterre d'acteurs du monde culturel a été mobilisé. Venus des 4 coins du pays et même d'ailleurs, ils ont eu droit à une présentation détaillée du document. Il faut dire que cet agenda est assorti d'un plan d'action d'environ 4 milliards. Donc il s'agit de montants modestes, mais ce montant a pour point d'application un certain nombre d'initiatives clés qui permettent donc en complétant les initiatives du gouvernement sur le plateau d'Abomey, créer davantage de synergie avec celle-ci et renforce, comme je l'ai dit, l'offre touristique au niveau du plateau d'Abomey. Selon les exposés, le volet touristique occupe une place de choix dans la politique de valorisation du patrimoine culturel, touristique et historique envisagée. En vue d'atteindre les objectifs escomptés, l'expertise de plusieurs partenaires est mise à contribution. Une vraie destination, c'est une destination qui peut permettre aux visiteurs de rester, d'accord? Et donc il y a la destination Bénin, et puis à l'intérieur de la destination Bénin, il y a des micro-destinations comme peuvent être à Abomey. Donc il faut pas que les gens restent uniquement à Cotonou. Il faut à un moment donné permettre aux clients effectivement de rester à Abomey. Donc on va travailler par rapport à tout ça, parce que ça c'est vraiment important. La partie culturelle elle est primordiale, il y a effectivement de très gros investissements qui sont faits. Par contre il ne faut pas oublier tout ce qui a été dit là. En fait là, ce qui a été présenté c'est du soft. C'est tout ce qu'il y a autour des grandes infrastructures. Les grandes infrastructures elles sont primordiales. S'il n'y a pas de formation, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de bureau d'information ou un système de signalisation et d'information, ça ne fonctionnera pas. Donc tout ça, effectivement, il va falloir le travailler. Et je suis là pour ça aujourd'hui, entre autres, et puis pendant plusieurs années, je l'espère, pour travailler, pour qu'on travaille tous ensemble. Riche au dire des organisateurs ainsi que des participants, les différentes communications ont précédé des interventions de bien de cadres et d'invités, de quoi susciter l'engouement des uns et des autres en vue de la bonne exécution de cet agenda. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.